Vendredi 8 mai, nous sommes à Denver, Colorado, il est 23h19 heure locale et un Airbus A321 décolle de la piste 17 gauche. Il appartient à la compagnie Frontier Airlines, il y a 231 personnes à bord, c'est le vol 4345, destination Los Angeles. Mais voilà, à 235 km/h, proche de la vitesse de décision, il tape une personne qui, de nuit, traverse la piste tranquillement, probablement sans entendre arriver l'avion. Regardez ces images. Rapidement, le commandant de bord annonce à la radio qu'ils viennent de heurter quelqu'un et qu'ils ont un feu réacteur. Quelques secondes plus tard, de la fumée envahit la cabine et l'équipage, le commandant de bord, décide de déclencher l'évacuation directement sur la piste. Les secours sont envoyés. Les personnels navigants de cabine vont organiser l'évacuation et comme souvent en Occident dans ces cas-là, beaucoup de personnes vont prendre leur bagage et mettre en danger la vie des autres passagers. Alors dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur un point qui pourrait vous sauver la vie dans le futur en tant que passager aérien, à savoir l'évacuation d'urgence. Alors là, elle s'est passée sans mort d'homme et c'est extrêmement bien, mais c'est impressionnant de voir comment dans l'aviation en fait tout est question de responsabilité et vous pouvez avoir le meilleur commandant de bord du monde, le meilleur copilote, les meilleurs PNC, si les personnes ne sont pas disciplinées et ne font pas ce qui est juste, on peut avoir des décès et vous allez voir que nous avons des cas historiques pour le prouver. Donc aujourd'hui, en 1, on va comprendre techniquement ce qui s'est passé, ces images. Pourquoi le commandant de bord a arrêté le vol alors que peut-être que 20 km/h plus rapide, il aurait dû poursuivre. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi il y a de la fumée qui arrive en cabine. Spoiler alerte, c'est normal. Ensuite, on va s'intéresser aux images de l'évacuation car ce n'est pas tous les jours que vous pouvez vivre de A à Z une évacuation et ça vous donne une idée, ça vous permet de vous préparer le cerveau si un jour ça doit vous arriver. Ensuite, on va regarder ce que dit la certification au niveau des réacteurs car elles sont réfléchies pour certains impacts et on va même s'amuser à calculer l'énergie au moment de l'impact. Vous allez voir, c'est énorme. Et en point de clôture, on regardera ce que vous pouvez faire la prochaine fois que vous prenez l'avion, la petite checklist qui pourrait, pourquoi pas, vous sauver la vie et celle de vos proches. Allez, jingle. Roger, ball. Alors juste avant d'attaquer, comme vous le savez, moi je suis franco-canadien, je suis fils de pilote également et surtout un peu psychorigide. C'est ça la formation marine nationale et j'ai été formé par l'armée américaine, par l'US Navy et la culture nord-américaine est quand même un petit peu psychorigide, il faut le dire, on en a même conscience et on en a presque, je veux dire, on en fait une fierté quand il s'agit du respect des textes et du respect de la procédure et de l'esprit de la procédure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'aviation, la psychorigidité sauve des vies. À partir de là, tout a été réfléchi en termes de texte et vous pouvez déroger au texte, mais que pour la sécurité. Et tous les équipages sont clairement sensibilisés au fait que toutes les décisions doivent être prises dans un ordre très précis. En fait, on doit résoudre une équation des compas en vol et l'ordre dans lequel on doit gérer nos priorités, c'est 1, la sécurité, 2, l'impact sur le temps, le timing, qui fait notre rentabilité en tant que compagnie aérienne, et 3, la satisfaction client. Et prendre une décision d'évacuation n'est pas quelque chose qui se fait à la légère, car vous savez qu'il risque d'y avoir à minima des blessés, et là il y a eu quelques brûlures, quelques foulées, quelques chevilles cassées, on le sait, donc si vous évacuez,
c'est qu'il y a vraiment besoin. Allez, une fois que ça s'est dit, pour rappel quand même, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Crash, ces accidents qui vous sauvent la vie. Je crois beaucoup dans le devoir de mémoire de l'accidentologie et la moitié de mes interventions en entreprise à l'heure actuelle, c'est sur la transformation de la culture de sécurité. L'aviation de ligne a commencé à transformer sa culture de sécurité dans les années 60-70, mais il y a même déjà des prémices dans les années 20 avec une certaine mise en place de réglementation dans certains cadres. L'aviation de chasse, on a mis beaucoup plus de temps et j'ai eu la chance de le vivre, notamment du passage du super étendard au Rafale, et c'est tout ce qu'on apporte dans le monde de l'entreprise à l'heure actuelle par du conseil, de la formation, de la conférence, culture juste, débriefing, plaque de Reason, bref. Aujourd'hui, on commence par ces images. Alors pour bien comprendre, quand on met le plein gaz, comme vous le savez, on calcule des vitesses en amont. Ces vitesses vont nous aider à prendre la bonne décision au bon moment, parce que vous ne voulez pas être passager dans un avion où l'équipage prend ses décisions au petit bonheur la chance. Chaque décollage est un sport unique, si vous voulez, on va s'échauffer le cerveau de manière spécifique avant l'épreuve sportive, le décollage. Et l'atterrissage est une épreuve sportive différente qui nécessite un échauffement spécifique et différent du cerveau, ce qu'on explique par exemple dans Au-delà du followership. Toujours est-il, quand vous apprêtez à décoller, vous avez calculé, au vu de la pression, du vent, de la température, de votre masse, de la longueur de piste disponible, des vitesses. Ces vitesses vont vous permettre de décider, sans avoir de doute, vous donnent, si vous voulez, le courage managérial de faire ce qui est juste au bon moment dans la cabine. Quand vous mettez plein gaz, ce qui vous intéresse, c'est V1. Et le commandant de bord a la main sur les gaz jusqu'à V1. Il se passe quelque chose avant cette vitesse, la manette des gaz sur plein réduit, on freine, on s'arrête, c'est calculé, ça passe. Après V1, vous ne pouvez plus arrêter le décollage. Parce que si vous arrêtez le décollage, vous allez sortir de piste. Donc sur un bimoteur, qui est en fait un monomoteur sous stéroïde, après V1, si je perds un moteur, je continue. Si je perds les deux moteurs, ça passe pas. Mais si je perds un moteur, je continue, c'est prévu. Je vais chercher ma vitesse de rotation et après je vais chercher V2 qu'on a calculé, qui est la vitesse minimum à laquelle on va faire la montée. La vitesse que je vais viser après le décollage. Donc vous voyez, tout est réfléchi. Donc avant V1, il n'y a pas à discuter, on s'arrête. Et là, l'impact a lieu. Avant V1, il n'y a pas à discuter, même avec un moteur en moins. On sait que ça passe, on s'arrête. Maintenant, on va regarder l'énergie de l'impact. On est sur le moteur droit qui est complètement détruit. Donc on prend un humain, on ne sait pas à l'heure actuelle qui était la personne, on va dire un humain de 75 kg habillé. Percuté à 235 km/h, ça nous fait 75 kg fois 235 km/h, ça nous fait en gros 160 kJ. Un CFM 56, alors si c'est un 321 Neo, là c'est peut-être du LEAP, mais on va faire simple. Si c'est un CFM 56, je crois l'assertif, c'est 8,7 kJ. On est sur un ratio de x20 par rapport à la certification. Donc, comme vous le savez, les moteurs sont testés pour pouvoir impacter, par exemple, des oiseaux. Donc, typiquement, il faut pouvoir prendre un oiseau de 2 kg 720 grammes sans que ce soit la grosse catasse. Et là, ce qui est impressionnant, c'est regarder, on a le moteur qui est détruit, mais le moteur est détruit à l'intérieur, il n'y a pas d'explosion à l'extérieur. On a déjà vu, par exemple, sur un 737, un moteur explosé, avec des morceaux aller taper les passagers. Là, on a ce qu'on appelle quelque chose de contenu. Le moteur est complètement détruit, mais ce n'est pas sorti alors qu'on est 20 fois au-dessus de la certification. Donc bravo aux ingénieurs, c'est quand même assez incroyable. Mais vous posez peut-être la question, pourquoi l'évacuation? Pourquoi de la fumée en cabine? Alors moi je suis qualifié sur 37, j'étais qualifié sur 37, pas sur 320, mais c'est souvent la même philosophie. Pour faire simple, l'air que vous respirez en cabine, il vient des moteurs. Le principe c'est le suivant. On prélève de l'air chaud comprimé sur des compresseurs au niveau des moteurs, en amont de la chambre de combustion. On va pas prendre les gaz brûlés, ça va mal se passer. Donc on va prendre de l'air en amont. Ensuite cet air il est refroidi, on le détend dans des unités de conditionnement, elles sont généralement sous l'avion, et après c'est mélangé avec l'air qui est déjà en circulation et on le redistribue généralement dans 3 zones différentes. Vous avez le cockpit, vous avez la cabine avant et vous avez la cabine arrière. Et comme ça, on a un renouvellement d'air qui se fait toutes les 2 à 3 minutes. Le problème, c'est que quand vous avez un moteur qui ingère quelque chose de pas bon et que vous avez par exemple des débris organiques, vous avez des fluides corporels, vous avez un oiseau, vous avez de l'huile, ça peut contaminer l'air dans la cabine ou dans le cockpit. Vous avez une logique, fonction du moteur et de la zone qui est distribuée en conditionnement. Donc du coup, ce que vous faites, c'est que vous avez une procédure d'urgence, vous venez isoler le prélèvement du moteur,
de manière à s'assurer que l'air qui provient du moteur n'est plus distribué dans la cabine. Et des témoignages qui disent que les passagers s'attendaient à ce que les masques tombent. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que ces masques, ils sont réfléchis pour de la dépressurisation. Donc vous êtes en altitude, il y a une dépressurisation cabine, les masques descendent, en gros au-dessus de 14 000 pieds, et là, pouf, on va pouvoir respirer. Dans le cas d'un fumée comme ça en cabine, on est sur une procédure différente, on isole le pack, et vous en tant que passager, vous prenez un tissu, si possible humide, et vous respirez au travers du tissu humide. Ça sera beaucoup mieux. Donc c'est bien d'avoir une bouteille d'eau avec soi. Ensuite, on a eu des échanges en communication. Tout de suite, le contrôleur, on le sent stressé d'ailleurs, et c'est normal, demande le nombre d'âmes à bord. Le nombre d'âmes à bord, souls on board, c'est pour être sûr, qu'on compte passagers et membres d'équipage. C'est ça qui intéresse les pompiers. Et on va toujours demander dans une urgence également le carburant restant. Donc ils ont près de 10 tonnes de carburant restant. Ça, c'est les informations qui vont intéresser le SSLIA, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs. Ils seront là en quelques minutes. Moins de 3 minutes, c'est la norme au ACI. Et eux, leur travail principal dans un premier temps, ça va être de surveiller et d'éteindre l'incendie donc du moteur, pneus, et l'hydraulique. On a parlé d'un Rafale qui a pris feu 20 minutes après une accélération arrêt. On sait qu'il peut y avoir une montée en température des freins qui est différée et derrière une explosion des pneus. Donc, faut s'éloigner de l'avion parce que une fois que vous avez évacué, l'avion peut prendre feu au niveau des jambes de train et peut avoir une explosion au niveau des pneus. Sur certains avions, ils se dégonflent automatiquement. Et allez pas vous amuser à toucher un frein, ça peut monter à 600 degrés. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu les images de l'évacuation. Vous voyez que les gens se lèvent, que les PNC, ils sont là pour votre sécurité, font bien leur annonce, disent aux gens de laisser les sacs, mais vas-y que ça ouvre les coffres à bagages qui ne devraient pas être ouverts, ça prend du sac à dos, et vous n'avez pas vraiment grand monde qui suit les consignes. Par contre, une fois que ça sort, vous avez vu le toboggan, la vitesse où va le toboggan, on voit rarement ces images, ça va très très vite. Une fois que les gens sont descendus, les gens n'ont pas forcément le réflexe d'aller guider les personnes au sol, donc les PNC ont tendance à rester dans la cabine, forcément pour aider l'évacuation, donc quand vous arrivez dehors, on attend de vous que vous soyez des bons samaritains et que vous freiniez un petit peu les personnes qui arrivent en bas. Ensuite, on s'éloigne de l'avion parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On fait attention à ne pas se faire percuter par les pompiers, c'est déjà arrivé aux US. Et après, là, il faut savoir que vous avez la phase immédiate et derrière, il va y avoir de l'attente. Donc, ils ont attendu près d'1 heure dans le froid, de nuit, à côté de la piste. C'est pour ça que c'est une bonne chose d'aller sur le terrain, toujours prendre l'avion avec de la batterie et également d'avoir une veste avec soi. Et moi, le grand conseil que je vous donne, on va en reparler, c'est d'avoir votre veste et d'avoir votre passeport sur vous. Très important. Passeport, papier d'identité, toutes ces choses-là sur vous avec vous. Comme ça, si vous devez évacuer, vous n'aurez pas ce réflexe de vouloir essayer de récupérer votre sac. Vous prenez les choses importantes sur vous lors des phases de décollage, d'atterrissage. On va en reparler. Maintenant, sur les images, on voit qu'il y a au moins 2 toboggans déployés côté gauche. Je n'ai pas réussi à avoir d'image côté droit, du côté du réacteur, s'ils ont déployé aussi ou pas. L'avion doit être certifié pour permettre l'évacuation en 90 secondes avec seulement un seul côté, 50% des issues de secours. C'est possible de ne faire évacuer les gens que du côté opposé au réacteur qui a un souci, ce qui est assez cohérent. Et point important, vous voyez qu'il fait très sombre sur une piste. C'est pour ça qu'on réduit la lumière, l'éclairage en cabine pour les phases de décollage et d'atterrissage. C'est pour vous permettre de commencer en fait à vous acclimater les yeux à la vision de nuit et éviter que vous passiez d'un environnement où il y a énormément de lumière, un environnement où il fait très nuit et du coup que vous tombiez bêtement ou que vous fassiez des suraccidents. Maintenant, pour rappel, on a des règles pour ces 90 secondes d'évacuation. phare 25-803 côté américain, CS 25-803 également côté européen. Mais quand on fait ces tests-là, regardez ces images par exemple sur 380, c'est des gens professionnels, sans bagages, disciplinés, sans fumée toxique réelle, qui savent que ça va arriver. Et là maintenant on va regarder un petit peu les cas historiques. Vous avez Japan Airlines 516, rappelez-vous à Tokyo le 2 janvier 2024, où l'évacuation s'était très bien passée après que le 350 ait percuté un Dash 8 des quarts de côte japonaises qui était sur la piste. À bord du Japan Airlines, on avait 379 passagers et membres d'équipage, donc âmes à bord. Il y avait eu 3 toboggans sur 8 utilisés et tout le monde était sorti en en 18 minutes. Il n'y avait plus aucun membre d'équipage à bord. Sachant que les membres d'équipage, après, ont patrouillé, on s'assurait que tout était bien et l'avion a brûlé derrière. Un autre cas plus franco-français, c'est l'Air France 358. On est le 2 août 2005 à Toronto-Pearson avec une sortie de piste pour un 340, le numéro 313. 309 personnes à bord, évacuation, accrochez-vous bien, Cocorico Air France, 52 secondes d'après les sources que j'ai trouvées. On est sous un orage, sous la pluie. D'après le chef des pompiers de Toronto, ça a pris moins de 2 minutes.
Et là, l'avion a complètement brûlé derrière. Il y a quand même eu 12 blessés graves, 2 personnels de cabine et 10 passagers. Mais ça, c'est parce qu'il y a un toboggan qui était percé par des débris au sol. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, vous pouvez avoir un toboggan qui se retrouve percé. Mais heureusement, hop, ils ont redirigé tout le monde vers les toboggans qui marchaient bien. Donc, il y a un rapport dessus si ça vous intéresse. Mais là, on est dans les cas qui marchent bien. Dans les cas qui marchent moins bien, on a l'USR 1493 à LA. C'était le 1er février 91 avec un 737-300 qui percute à l'atterrissage un Metroliner de SkyWest qui s'était engagé sans autorisation sur la piste. Là, on a 23 morts sur 89 personnes à bord, 17 asphyxiés debout en file. Donc là, je vais le redire. En fait, il y a eu évacuation lancée, ils ont voulu sortir du Boeing et les gens sont morts asphyxiés en attendant de pouvoir atteindre la sortie de secours. Le problème qu'ils ont eu, c'est que sur les 6 sorties, il y en a 3 qui sont inutilisables. Les 2 portes avant, elles sont écrasées par l'impact contre le bâtiment des pompiers. Et il y en a une, il y a des flammes. Et du coup, goulot d'étranglement pour évacuer l'avion. Pour vous donner un petit peu les chiffres, on a 10 passagers et un PNC qui sont retrouvés alignés entre 1,40 m et 2,40 m de l'issue de sortie, inanimés au sol, décédés quand les pompiers sont venus. Et ils sont morts en file d'attente quasi les uns sur les autres. Et le chef du NTSB à l'époque avait dit, je cite, « Je ne me souviens d'aucun accident récent où autant de personnes se sont levées de leur siège sans parvenir à sortir. » Donc c'est pour ça que je veux vraiment utiliser cette vidéo pour vous rappeler là, ok, pas de mort, très bien, mais cette phase d'évacuation, c'est pas parce que là on voit des cas qui se passent bien qu'il faut la sous-estimer. Et un autre cas très connu, c'est le 22 août 85 à Manchester avec British Air Tour 28, un 737. Ils interrompent le décollage à V1-5 nœuds, donc juste au dernier moment, parce qu'il y a la rupture d'une chambre de combustion, en fait, le moteur gauche qui a un souci. Ils s'arrêtent sur la piste, le feu part, on a 137 personnes à bord, 55 vont décéder à cause de fumée toxique dans les 30 secondes. Pourquoi ? Parce que dans les fumées, il y aura du cyanure d'hydrogène et du monoxyde de carbone qui va arriver très rapidement dans la cabine. Il y avait un chariot de service qui était en travers devant une évacuation de secours. Et suite à cet accident, en 85, ils vont changer la norme de sécurité. Ils vont mettre du marquage lumineux au sol. Ils vont mettre des couches anti-feu sur les housses de siège. Ils vont imposer un espace minimum pour les sorties de secours. Et ils vont également rajouter des cagoules anti-fumée pour le personnel de cabine. Donc en fait, cet accident qui a été tragique, le 22 août 85, nous a amené à faire évoluer la réglementation et à sauver des vies depuis. Et pour terminer sur les cas qui se passent mal, on a le 5 mai 2019, l'Aeroflot SU 1492. Vous avez probablement vu ces images avec un atterrissage extrêmement dur. Feu au niveau du fuselage à l'arrière, 78 personnes à bord, 41 vont décéder. Et on a des passagers à l'avant qui sortent avec leur bagage cabine, l'arrière est en feu. Commencez à voir le sujet de la vidéo. Certains ouvrent les coffres au-dessus des sièges, bloquent l'allée pendant des secondes critiques et à l'arrière, certaines personnes ne pourront pas sortir. Donc là, un parfait exemple de personnes, d'humains, de passagers qui prennent la mauvaise décision et qui amènent des gens plus loin, sur lesquels ils n'ont pas visuel, à mourir. Maintenant, petit point intéressant. Vous dites peut-être pourquoi il y avait une personne sur la piste. Ça arrive pas tous les jours. Si on regarde un petit peu les statistiques américaines, sur 2005-2015, il y a eu 268 fois où des clôtures ont été pénétrées. Sur ces 268 fois où les clôtures de zone sont pénétrées, on en a 44 qui arrivent à atteindre la zone opération des terrains et on en a 7 qui ont permis à des intrus de se rapprocher physiquement des avions. Il y a déjà eu des abordages comme ça. On a à Austin en 2025 un 737 de Southwest qui a percuté quelqu'un à l'atterrissage. Déjà. En 2024, là c'est à Salt Lake City, un homme qui a fait une crise psychiatre, qui est descendu et qui a essayé de monter dans le moteur de l'avion et qui est décédé. Maintenant, si on regarde les bases militaires, rappelez-vous Brize Norton, juin 2025, en Angleterre, on a 4 militants du groupe Palestine Action qui coupent la clôture, qui traversent en trottinette électrique et qui aspergent de peinture rouge des moteurs de 330 MRTT, donc 2 de la Royal Air Force. À France, à Charles de Gaulle, c'est en 2020, on a une centaine de militants climat qui ont réussi à passer le grillage, qui ont atteint le tarmac, et ils ont été relaxés par le tribunal de Bobigny en 2021. Maintenant, c'est intéressant, on a investi 100 milliards de dollars sur des contrôles passagers depuis 2001. Les périmètres, ça reste grosso modo des grillages de 3 mètres de haut. Pour la petite histoire, pour ce qui est des trains, je crois qu'en France, on a plus de 1 accident par jour. C'est les statistiques que j'ai trouvées sur Internet, juste en France, avec des accidents avec 2 personnes. Alors, je
j'ai dit petite checklist, qu'est-ce qui peut vous aider? En 1, c'est quand vous montez dans l'avion, vous écoutez les consignes. Mais plus important encore, c'est vous repérer, non pas une, mais 2 sorties de secours qui s'appliquent à vous. Où sont les sorties de secours? Vous pouvez même compter le nombre de rangées jusqu'à l'évacuation, surtout si c'est en milieu de cabine. Pourquoi? Parce que sur un bateau, les yeux fermés, il faut savoir évacuer et trouver l'air libre. Vous pouvez faire ça sur un bateau de croisière, mais sur un bateau, sur un avion, c'est pareil. Il faut que vous sachiez, même sans y voir, donc dans des fumées, trouver la sortie de secours. Donc vous regardez, vous visualisez mentalement ça. Vous regardez votre notice également. Et là, par contre, ce qui est important, c'est de bien comprendre que peut-être que certaines sorties, celles que vous avez repérées, ne sera pas accessible. Donc il faut avoir repéré plusieurs sorties, de préférence de chaque côté. Autre point, les chaussures. On gonfle en vol. On prend une on prend une taille de chaussures, on prend une bonne taille de pantalon. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à retirer les chaussures. Mon petit conseil, mettez toujours vos chaussures en dessous du niveau 100. Donc pour tout ce qui est phase décollage, jusqu'à ce qu'on vous dise c'est bon, vous pouvez retirer les ceintures, je vous conseille de la garder. Gardez vos chaussures. Quand vous êtes en approche, vous passez sous le niveau 100, faut tout préparer, mettez vos chaussures. Et en plus des chaussures, assurez-vous d'avoir votre passeport, votre téléphone avec vous, et comme ça, il n'y aura pas de souci. Gros point important, si vous devez évacuer, ayez conscience que si vous avez votre batterie bien chargée sur votre téléphone, ça vous fait une lampe, ce qui permet d'éviter de se faire entrer dedans par les pompiers, et également qu'un avion, ça peut prendre feu au niveau du train après une accélération arrêt, donc ne restez pas à côté des jambes de train et ne laissez personne rester à côté des jambes de train. Pour ce qui est de vos bagages, eh bien, vous avez une assurance, ça sert à ça, mais c'est pour ça que je vous dis de bien prendre votre passeport sur vous et idéalement de ne pas être dans une tenue trop légère. Donc, mettez-vous dans une tenue qui soit en adéquation avec le climat pour la phase de décollage et d'atterrissage. Comme ça, vous serez très bien. Maintenant, point très important, dans le cas de notre Frontier 4345 à Denver à 23h19, tout le monde est sorti vivant à l'intérieur de l'avion. Malheureusement, le piéton au sol, c'est autre chose. Et encore une fois, il y a une responsabilité partagée dans l'aérien. Comme de manière générale, on a trop tendance à l'oublier, mais le commandant de bord prend la décision qu'il estime être la mieux pour votre sécurité, mais il peut pas faire ce qui est juste pour vous. Alors, s'il vous plaît, dites-le à vos proches, rentrez-le dans votre cerveau, échauffez-vous le cerveau quand vous vous installez dans l'avion. On ne prend pas ses bagages en évacuation. Je vous dis à très vite sur la chaîne, pourquoi pas en entreprise pour parler culture sécurité. Pas mal de vidéos sympas en courte finale dans les prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, ça aide l'algorithme. L'algorithme a pas mal changé ces derniers temps, ça fait pas mal de mal à beaucoup de chaînes YouTube. Donc dès que vous partagez, dès que vous likez la vidéo, dès que vous commentez, ça nous aide et ça fait du bien à la chaîne. Je vous dis à très vite et fly safe.